Bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau numéro de votre rendez-vous quotidien. L'invité du jour qui reçoit sur ce plateau, Dr Hima Mama, il est consultant. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Avec Dr Hima, il sera question de la transition démographique et les perspectives en Afrique. Docteur, tout d'abord, que faut-il comprendre à travers ce groupe de mots transition démographique? Oui, transition démographique, en réalité, c'est un processus où nous passons d'une phase initiale où il y a une forte natalité et une forte mortalité qui engendre quand même sous forme d'équilibre un accroissement de la population. Maintenant, au fil des années, sur plusieurs siècles, on arrive à une phase où nous avons toujours une forte natalité, mais cette fois-ci qui s'accompagne d'une baisse de la mortalité. Ce qui fait que nous allons avoir un accroissement un peu plus important de la population. En réalité, c'est ce concept donc, qui fait appel à un certain nombre de déterminants sociaux, politiques, économiques qui contribuent à augmenter au sein d'une population, donc d'un pays, d'une région, d'un continent et à l'échelle mondiale, une augmentation générale de la population. Alors, à vous entendre parler aujourd'hui, c'est ce que nous assistons dans plusieurs pays, surtout dans les pays en voie de développement comme le nôtre, avec une forte natalité. Alors, cela implique, docteur, des défis auxquels nos pays doivent vraiment faire face et pour le plus souvent, ils n'ont pas assez de moyens pour les relever. Oui, vous avez raison, mais je peux dire que, en tout cas en ce qui concerne, vous savez, il y a plusieurs Afriques. Hein. Vous avez l'Afrique du Nord. Elle, on peut dire qu'elle est en phase de transition démographique. Nous avons l'Afrique de l'Ouest, nous avons l'Afrique centrale et nous avons l'Afrique australe. Bon, pour nous autres, nous disons que nous sommes à peu près en phase pré-transition démographique. Parce que vous et moi, et à peu près au Niger, les gens n'ont pas encore internalisé cette question de maîtrise de taille de la famille. Vous savez, en général, c'est du point de vue naturel que les gens arrivent à ce processus où les gens se rendent compte que les gens ont une espérance de vie un peu plus élevée, où les populations s'urbanisent, on ne dort plus à la 1000 étoiles, comme on le fait en général en Afrique, pour ne pas parler de la 4 étoiles, mais on vit dans des zones de plus en plus confinées, donc dans les milieux urbains, qui font que le mode d'habitat a changé. Les exigences aussi du vivre en ville, notamment en ce qui concerne, en dehors de l'habitat, l'accès aux différents services, l'eau potable, l'électricité, l'assainissement, tout ça qui forme, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un ensemble de défis pour l'ensemble de la population au niveau individuel. Maintenant, les défis pour l'Afrique, mais ils sont nombreux. Vous savez, nous avons encore la fable des travailleurs, le laboureur et ses enfants, où nous avons aussi un peu au Niger, où en Hausa on dit Gaïa, ou bien en Germain on dit Bogou, où on appelle cette masse critique de personnes pour travailler les champs. Donc l'homme, la taille de la famille était considérée comme une richesse, surtout, je le précise, que face aux épidémies, face aux maladies, eh bien, les gens n'avaient pas une espérance de vie assez importante. Mais quand même, le Niger a connu un bond de 1960 à 2010. Oui, vous l'avez souligné, le Niger a connu un bond de 1960 à 2010. C'est-à-dire, le Niger a réussi la prouesse, si je peux m'exprimer ainsi, de multiplier sa population par 5 en 50 ans. Nous sommes passés autour de 2 300 000 personnes, autour de 17 millions. C'est le seul pays au monde où nous avons atteint cette masse critique-là. Pour une fois, nous ne sommes pas derniers, ou en tout cas, nous sommes premiers, puisque le Niger est le seul pays au monde où, en l'espace de 50 ans, les gens ont réussi à multiplier par 5 la population. C'est un pays dans lequel on trouve une femme avec un enfant dans le ventre, un enfant au dos, un enfant qui rampe et un enfant qu'il tient par la main. L'indice de fécondité étant d'à peu près de 7 enfants par femme, vous voyez que ça relève des grands défis. Et aussi, l'espérance de vie a augmenté. Oui, l'espérance de vie a augmenté. Entre 1960, où l'espérance de vie était à 37 ans,
et 2010, où il est à 58 ans, il y a eu un bond de 21% en termes d'espérance de vie. Donc tout ceci participe quand même à faire en sorte que les Nigériens sont de plus, vous et moi, les Nigériens sont de plus en plus nombreux. Maintenant, comme vous avez commencé les questions de défis, en dehors de l'occupation de l'espace, en dehors de l'accessibilité aux terres cultivables, eh bien les grands défis, c'est surtout, si vous voulez, c'est des défis d'éducation, de formation, des défis de santé et des défis de bien-être tout simplement. Et ça nécessite un certain type de politique, de vision politique d'abord, d'orientation politique et de choix économique. Alors comment ces politiques doivent être conduites? Oui, la première chose qu'il faut faire, c'est que cette masse critique de jeunes, il faut savoir que d'abord nous sommes dans des pays où de plus en plus le taux d'alphabétisation est faible, le taux d'éducation est faible, à plus forte raison le taux de formation. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, les villes grandissent, puisque Niamey, entre 60 et 2010, a multiplié par 14 sa population. Aujourd'hui, nous sommes autour de, à peu près, on pense que autour de 780 000, autour de 2010. Aujourd'hui, on passe à 1 million. On pense que vous serez, en 2025, autour de 1,5 million déjà au niveau de Niamey. Alors, il faut de l'eau, il faut de l'habitat, il faut créer les conditions d'hygiène, il faut aussi que les gens s'alimentent. Maintenant, nous avons de plus en plus une dichotomie entre une élite qui capte l'ensemble des richesses et qui vivent dans des conditions idoines. Je peux dire qu'ils peuvent même se permettre de faire des jacuzzis dans leur logement. Et de l'autre côté, nous avons la population périurbaine où vous n'avez même pas de latrine, où les gens vivent dans des habitats précaires comme des cases, etc. Mais, et c'est pour ça d'ailleurs, quand on parle de croissance, il faut parler d'une croissance qui doit être inclusive, qui doit toucher chacun d'entre nous pour que le maximum de personnes ne soient pas marginalisées. Donc cette force, cette dynamique-là, elle a besoin de formation. C'est impératif. Vous voyez, dans un pays comme le Niger, il ne faut pas être étonné que chaque année, à la rentrée des classes, on pose le problème de l'insuffisance des infrastructures scolaires. C'est le rythme du développement de la population qui font que, même quand on construit des classes, elles s'avèrent être insuffisantes parce que le flux d'entrée est beaucoup plus important que l'argent qu'on consacre pour les infrastructures. Parfois, cette masse critique n'est pas bien tenue en compte dans les différentes programmations. Oui, parfois aussi c'est une question de richesse. Vous savez, même du point de vue individuel, nous sommes passés, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la campagne ou de la solidarité de groupe, la famille, ou en milieu urbain, on voit que c'est surtout la solidarité au sein du couple, c'est donc la famille microsome. Maintenant, on développe beaucoup plus l'individualisme, même à tous les niveaux. Mais c'est que les pouvoirs publics, à travers des politiques d'investissement, à travers une planification qu'on peut pouvoir utiliser les ressources afin de faire des investissements. Mais autre chose aussi, il faudra quand même que les gens participent à une éducation pour une maternité responsable, pour que les gens puissent se rendre compte qu'aujourd'hui, on meurt de moins en moins, même si le sida et Ebola sont là pour nous rappeler aux principes de base de la santé. Il faut quand même se dire qu'il y a des gains. Les services de santé sont beaucoup plus performants, il y a plus d'agents de santé, il y a plus d'infrastructures, les gens sont mieux formés et aujourd'hui, les gens ont accès à un minimum de services. Il y a de l'eau potable à Niamey. Nous ne sommes pas comme nos parents qui sont au bord du fleuve, qui sont obligés de puiser l'eau pour boire. Donc, il y a quand même, vous êtes choyés de la République puisque vous êtes en milieu urbain. Mais quand même, docteur, cette masse est peut-être un atout pour nous. On a vu d'autres pays en ont vraiment matérialisé cette masse critique de gens et pour se développer. Mais quand même, à condition que si nous savons bien manier et mettre un peu en pause cette bombe, parce qu'il ne faut pas l'oublier que ça peut être aussi une bombe à retardement. Oui, on a toujours dit que le principal levier de développement, c'est l'homme, l'être humain. Donc, s'il y a une véritable planification, moi, aujourd'hui, je peux dire que je suis quelqu'un qui a été vraiment gâté par la République. Puisque quand je suis sorti de formation, j'avais le choix entre les différents démembrements de l'État au niveau pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, d'abord, les gens finissent un peu plus tard. Même diplômés, ils ont de mal à trouver du boulot.
Et même quand ils ont du boulot, souvent c'est des emplois qui sont souvent précaires, puisqu'ils sont beaucoup plus nombreux. Nous ne sommes pas allés dans une dynamique de maîtrise de nos schémas de développement. Nous avons copié le mode de développement, je dirais, capitaliste néolibéral, qui a édifié une architecture dans laquelle il y a une forme de marginalisation de la plus grande partie de la population et qui fait que, donc, je dirais, cette croissance-là, elle n'est pas inclusive, elle n'est pas partagée. Donc, à partir de ce moment, ces gens-là, ils ont besoin d'une réponse. La réponse, c'est que nous avons tous droit à un emploi décent. Donc, les politiques publiques doivent initier des véritables actions qui intègrent, qui font de la place aux jeunes. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'appelle la génération des années 80, en Afrique de manière générale et au Niger de manière particulière, c'est des laissés pour compte. Nous, on a eu de la chance de trouver une société, un pays où l'économie encore pouvait nous permettre de nous utiliser et de participer au tissu productif. Mais nous, actuellement, ça je parle de 60, mais entre-temps 80, mais après 80, ceux qui sont nés en 80, qui ont 35 ans aujourd'hui, vraiment, ils ont beaucoup d'interrogations à se poser. Parce que ils ne bénéficient pas des mêmes conditions que nous avons bénéficié. À partir de ce moment, ils se feront entendre d'une manière ou d'une autre. Pour finir, docteur, comment cette masse critique doit être prise en charge par le pouvoir public afin de matérialiser cela dans une dynamique de levier pour notre développement socio-économique? Il faut d'abord une prise en compte réelle de leurs préoccupations. D'abord en matière de formation, d'éducation et de formation. Ça, c'est extrêmement important. Deuxièmement, au niveau des politiques publiques, il faudra avoir des politiques qui vont faire en sorte que les campagnes soient vivables. Aujourd'hui, notre agriculture, elle a des contre-performances. Nous sommes obligés d'importer ce que nous mangeons. Alors qu'aujourd'hui, c'est inhumain de demander de quelqu'un de travailler avec la houe et la daba. Donc le secteur primaire, d'abord, est un grand secteur de pourvoyeur d'emploi, à condition qu'il y ait une véritable politique, par exemple dans le domaine agricole, qui va valoriser les produits agricoles et qui va valoriser même le travail d'agriculteur. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il faudra quand même s'ouvrir vers les nouvelles technologies de l'information, les sciences, les techniques. Troisièmement, il faudra des programmes ciblés en fonction des différentes catégories des groupes sociaux, jeunesse scolarisée, urbanisée ou rurale, pour pouvoir les intégrer dans un système de production économique. Sans cela, je dirais que l'avenir est déjà inscrit, c'est-à-dire c'est la confrontation entre une population de plus en plus grande qui se rend compte qu'elle est marginalisée et de l'autre côté, une minorité, vous et moi, qui devons être inquiets de la fronde que ces gens sont capables de nous opposer. Merci, docteur Himamama, merci d'être sur ce plateau. Espérons vous retrouver prochainement pour encore débattre d'autres sujets d'actualité. Voilà, nous sommes au terme de ce numéro de votre rendez-vous quotidien, l'invité du jour. Merci de l'avoir suivi. Passez de très bons moments en compagnie des programmes de la télé, tout simplement. Au revoir.